C'est une rencontre qui a mobilisé partisans et fidèles venus, forces vives de la nation dans l'enceinte du Palais des Sports de Ouaga 2000. Sur invitation du capitaine Ibrahim Traoré, plusieurs entités de la société ont désigné des représentants pour faire porter leur message et espérer des réponses satisfaisantes. Sans langue de bois, le président du Faso a décliné sa vision pour les 5 prochaines années et répondu à des questions spécifiques d'ordre sécuritaire, diplomatique ou même politique. Avant toute analyse, nous allons nous remémorer les faits. Le reportage, il est signé Abdulrahim Tapsoba. À l'instant, c'était le résumé de la rencontre entre le capitaine Ibrahim Traoré et les forces vives de la nation le 11 juillet 2024 dans l'enceinte du Palais des Sports. Pour donc analyser ce sujet, nous recevons sur ce plateau 2 invités. À ma droite, je reçois pour vous Boukari Nebié. Il est enseignant à l'université Yembila Abdoulaye Togonini à Fadangourma. Il est le président de l'OPAD, l'Observatoire de production et d'analyse des discours. Bonsoir, docteur Nebié. Bonsoir, Vanessa. Nous disons également bonsoir à Ali Nana, qui est un fidèle invité de cette émission 100% Info. Il est analyste politique et sécuritaire. Bonsoir, monsieur Nana. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir, Burkina Info. Le décor, il est complet, fidèles téléspectateurs. Nous allons donc analyser cette rencontre avec nos invités. Ma première question, elle vous est adressée, Nebié. D'abord, j'aimerais vous entendre sur l'initiation d'une telle rencontre. Est-ce une bonne démarche? Absolument. Merci de l'invitation, comme je le disais tantôt. Et pour répondre à votre question, c'est de mon point de vue une très bonne initiative. Parce que les forces vives de la nation, lors des assises en mai dernier, ont accordé 5 ans de plus au président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, pour poursuivre l'œuvre de restauration de l'intégrité du territoire en vue donc de permettre le retour à l'ordre constitutionnel normal qui va être soldé par des élections. Et pour ces 5 ans à venir, il était quand même intéressant que le président rencontre les forces de la nation pour échanger de vive voix avec l'ensemble des composants de la société pour que chacun sache à quoi peut-on s'en tenir, à quoi faut-il s'en tenir pour les 5 ans à venir. Et je disais ailleurs que c'est une sorte de discours-programme, ce qu'il a fait au Palais des Sports. Discours-programme en ce sens qu'à l'image du DOP, le discours d'orientation politique de Thomas Sankara en 1983, cela permet à toutes les couches de la population burkinabé de savoir quelles sont les grandes lignes des 5 ans du président, quels sont les grands axes, où est-ce que le président veut que nous partions et comment est-ce qu'il veut qu'on aille dans ce sens-là. Donc, de mon point de vue, c'était un exercice qu'il fallait impérativement pour que chacun comprenne comment le pays sera géré et pendant ces 5 ans, en vue donc de permettre au Burkina Faso de retrouver sa quiétude d'antan. Alors, Ali Nana, votre avis sur l'initiation de cette rencontre? Mais Vanessa, avant de répondre à votre question, permettez-moi, parce que de répondre ou bien d'apprécier une situation que je vis fort intérieurement depuis le communiqué final du Conseil des ministres, à savoir l'institution d'une loi criminalisant l'homosexualité au Burkina Faso, l'homosexualité autre. Je crois que nous allons y revenir, mais permettez-moi d'abord de féliciter le gouvernement, de féliciter l'ALT qui va effectivement adopter cette loi, parce que c'est une loi, un projet de loi qui va rétablir les valeurs que nous avons depuis fort longtemps, depuis notre existence. Donc je crois qu'à travers ce plateau, je voudrais effectivement rendre grâce et féliciter ce gouvernement-là pour cette initiative-là. Pour revenir sur la question des échanges du président avec comment dire, la masse populaire, je crois qu'il faut
comme il a dit, à l'instar de la cité, de la démocratie, dans la cité d'Athènes, où toutes les opérations électorales, de la conception des listes jusqu'aux opérations électorales pratiques, se faisaient de façon directe. À l'image aussi du discours d'orientation politique du capitaine Thomas Sankara, tous les 2 octobre que nous vivions sous la Révolution, le capitaine Ibrahim Traoré a voulu effectivement, à travers ces échanges-là, prendre le pouls de la cité, parce que si vous remarquez la composition de la maison, de la maison qui, du moins, du centre qui a accueilli ces échanges-là, toutes les corporations, toutes les composantes sociopolitiques étaient représentées. Et il a voulu, à travers, effectivement, ces échanges-là, écouter toutes les corporations et leur dire c'est à quoi il attend de ces corporations-là dans les 5 ans à venir. Vous avez vu que la presse est passée, la presse a décliné ses besoins, ses souhaits, ses inquiétudes. Vous avez vu aussi que les avocats et autres sont passés, chacun dans ce qu'il fait, à essayer, au regard de la marche que nous vivons, de décliner ou d'interpeller le président par rapport à ses préoccupations. Je crois qu'à partir de ces interpellations-là, le président du Faso a donné des réponses appropriées en disant, voici effectivement ça, tel volet est à ce niveau, mais voici ce que nous attendons de vous pour les 5 ans à venir. Il a parlé de communiquer pour la patrie, il a parlé des décisions de justice qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de la nation. Il a parlé de tout. Donc je crois qu'à partir de ce discours, de ces échanges-là, c'est un discours programme qui est établi et tous les Burkinabés doivent effectivement être fixés sur les objectifs de la transition pendant les 5 ans qui viennent. Donc je crois qu'à cette étape des faits, il faut multiplier les échanges, il faut multiplier ces genres de rencontres-là pour ne pas être surpris par parce que notre monde est plongé dans une ébullition politico-géostratégique qui doivent effectivement tenir compte des réalités de chaque pays. Donc pour nous, ces échanges-là sont les bienvenus et ça permettra au peuple burkinabé de pouvoir effectivement s'engager résolument vers la libération totale de notre pays. Alors, je prends au mot Ali Nana qui vient de signifier tout à l'heure que ces échanges étaient la bienvenue. Mais ma question est, est-ce que cela ne renforce pas les positions lorsqu'on prend la corporation des hommes de médias qui demande plus de liberté, plus de facilité sur le plan économique et plusieurs autres préoccupations. Et lorsqu'on écoute les réponses qui ont été données, également pour la corporation de la justice et les réponses données, est-ce qu'on n'est pas dans une dynamique de renforcement des positions? Absolument, c'est une lecture possible. On pourrait, par exemple, estimer que la façon dont les réponses du président ont été données à certaines questions peuvent consolider un certain nombre de positions, de positionnement de gens qui avaient déjà les positions. Donc, ça peut ne pas rapprocher davantage. Mais je dis c'est une lecture possible. Mais une autre lecture est aussi envisageable, en ce sens que c'est un discours aussi où il ne faut pas faire de la démagogie. Je pense qu'il s'est inscrit, le président du Faso s'est inscrit dans cette logique-là. Ne pas faire de la démagogie. En tous les cas, l'observateur de la scène sociopolitique burkinabé sait qu'aujourd'hui, l'on parle de plus en plus, pour certaines personnes, une certaine opinion, de violation des décisions de justice. Est-ce que le président pouvait dire, le président est la première des personnes qui est au courant, qui sait qu'on parle parfois de violation des décisions de justice. Alors, quelle réponse donner à ces personnes-là? Je pense en répondant en même temps à la corporation, le représentant du monde judiciaire, il a apporté une réponse à ceux-là qui ont cette lecture des choses. Et quand on prend par exemple pour ceux du monde... L'autre lecture possible pourrait être, oui, vos préoccupations sont prises en compte, nous allons travailler à aller vers ce sens.
Cela pourrait être une autre lecture. Absolument. C'était également une lecture possible de dire oui, nous allons respecter tout ce que vous décidez. Mais imaginez, le président du Faso, c'est l'homme dont la parole est sacrée. Que le président dise devant les forces vives de la nation, tout ce que le monde judiciaire adviendra à prendre comme décision, nous allons exécuter ipso facto. Et puis à certaines décisions, comme il l'a dit, qui, lui, de son point de vue, ne vont pas dans le sens de la volonté des masses populaires et qui ne respectaient pas, mais on dira qu'entre ce que le président du Faso a dit devant les forces vives et la pratique, dans certains cas, il y a un hiatus. Est-ce que ce n'était pas bien de donner sa conception des choses, même s'il faut reconnaître que ce qu'il a dit, je ne crois pas que ce soit clos. Certainement que des dialogues, des discussions vont se poursuivre et en tous les cas, in fine, les décisions de justice doivent être rendues dans le sens d'apporter la paix au Burkina Faso. Et si les décisions de justice sont rendues dans ce sens-là, je ne crois pas que l'autorité, le pouvoir exécutif viendrait à ne pas respecter certaines décisions de justice. Pour ce qui est des acteurs du monde des médias, là également, je ne crois pas que la réponse qui a été donnée est que nous n'allons pas vous accompagner. Non. Mais nous allons, c'est ma compréhension bien sûr, nous nous engageons à vous accompagner, mais à condition que vous aussi, vous compreniez que la période dans laquelle nous sommes, nous devons repenser un peu notre manière de faire du journalisme. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier entre journalisme et communication. Si on nous demandait de définir les limites, les contours, elles ne sont pas si étanches que ça. Donc aujourd'hui, oui, les médias, il faut les accompagner. Et je fais partie de ceux-là qui estiment que, y compris les médias publics et les médias privés, doivent être accompagnés, surtout dans la période dans laquelle nous sommes. Parce que quand on prend les médias internationaux, avec ce que nous avons vécu il y a quelques semaines de cela, pendant une semaine, toute cette forme d'intoxication, c'est parce que ces médias internationaux ont des moyens assez colossaux qui leur permettent même d'avoir de l'influence sur nos territoires. Donc si nous voulons que nos populations écoutent nos médias, et que nos médias aient des contenus qui soient alléchants pour nos populations, il faut que nos autorités investissent dans les médias. Et à ce niveau-là, je ne crois pas que dans la réponse du président, il ait dit qu'ils ne vont pas apporter des facilités, mais la situation est de telle sorte qu'aujourd'hui, vous voyez même, on parle parfois de la dette intérieure. L'État doit à des entreprises qui doivent être, je vais dire quoi, à qui on doit payer. Malheureusement ou heureusement, tout l'argent qu'on a va pour le moment dans le domaine plus sécuritaire et de la défense. Et je pense que quand on aura un peu stabilisé ce milieu-là, la presse, il faudra impérativement revoir les conditions pour que médias publics et médias privés soient dans les meilleures conditions possibles pour travailler pour le Burkina Faso et eux aussi en retour qu'ils accompagnent davantage les actions gouvernementales. Alors on parle de la justice Ali Nana avec les propos qui ont été tenus par le président de la transition concernant le respect des décisions de justice, les mouvements de protestation au sein de ce secteur de développement au Burkina. Alors le capitaine Traoré qui a dénoncé des magistrats corrompus, qu'il faut travailler à extirper de la justice. Alors vous, quelle est votre lecture justement des réponses données? Est-ce qu'on n'est pas dans une dynamique de fait du secteur de la justice, le fait que ce secteur soit dans le viseur des grandes réformes de cette transition-là? Je croyais que peut-être on allait, après avoir apprécié l'opportunité d'organiser ces échanges-là, on allait prendre le discours compartiment par compartiment politique. C'est ce qu'on fait, on parle de justice donc on commence par la justice. Je crois que ce n'est pas la première fois dans un discours solennel ou dans des échanges avec le président du Faso où il arrive à prendre une position jugée par certains rigide face au pouvoir judiciaire, quoi qu'on dise. Parce que depuis la fameuse affaire Amsetou de Komsilga,
Je crois que si vous vous rappelez de la sortie du président, il a dit que dans les jours qui suivaient, on allait effectivement mettre certains magistrats corrompus, du moins certains dossiers sur la table et permettre de juger certains magistrats corrompus. Donc il vient une fois de plus confirmer ce qu'il avait dit. Je crois que depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré, ce discours n'a pas varié vis-à-vis du monde judiciaire. Je crois que c'est un problème éternel qui persiste. Parce que depuis, si vous vous rappelez de l'insurrection, l'une des causes effectivement de cette insurrection-là est liée à l'insuffisance de justice pour le peuple burkinabé, à la soif de justice pour le peuple, pour les citoyens burkinabés, qui avaient une justice qu'on traitait de justice à double vitesse, ou bien en tout cas à 2 balles. Parce qu'il y avait la justice des riches et des pauvres, celle des pauvres. Donc aujourd'hui, si le capitaine Ibrahim Traoré, en tant que président du Faso, monte au créneau face à tous les composants du peuple burkinabé, dénonce encore ces magistrats corrompus. Je crois qu'il est vraiment temps qu'ils puissent effectivement aller dans le fond du dossier, parce qu'effectivement, il existe des mécanismes judiciaires qui permettent effectivement de juger ces magistrats corrompus-là pour débarrasser notre appareil judiciaire de ces renégats. Parce que, quoi qu'on dise, la justice demeure un instrument important pour tout corps social organisé. Et il faut travailler à renforcer, parce que depuis les assises, du moins les états généraux sur la justice du 24 au 28 mars 2015, qui a abouti à la consignation d'un nombre de dispositifs dans ce qu'on appelle, comment dirais-je, le pacte sur le renouveau de la justice burkinabé. Et si vous lisez ça, vous restez effectivement convaincu qu'il y a des réformes à faire. Et le capitaine Ibrahim Traoré, dès qu'il est arrivé, vous avez vu les réformes. Et le fond du problème aujourd'hui, c'est les réformes au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez vu que, effectivement, le capitaine, après les réformes là, le pouvoir de la transition a décidé de toucher à la composition du Conseil supérieur de la magistrature, qui, sous Roch, était effectivement il y avait un président du Conseil supérieur de la magistrature. Le président du Faso n'avait plus pion sur la rue pour effectivement influencer les décisions ou en tout cas le comportement du Conseil supérieur de la magistrature. Mais depuis un certain moment, je crois que cela est une réalité. Le président du Faso est devenu au cœur et l'acteur principal du Conseil supérieur de la magistrature. Et le ministère de la Justice qui effectivement nomme les procureurs au niveau des différentes juridictions. Donc nous sommes revenus encore sur la situation. Mais quand cela ne tienne, le président a dit toutes les réformes, tous les comportements ou tout ce qu'il y a de valeureux aujourd'hui doit tendre vers l'intérêt supérieur. Si toutes ces réformes-là vont concourir effectivement à garantir l'intérêt supérieur du peuple du Burkina Faso, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je crois que ces réformes-là ne vont pas aussi s'inscrire dans des règlements de compte, parce que nous avons vu que sur les 200 et quelques magistrats, il y avait 53 qui ont participé. Et voici, nous n'allons pas rentrer dans ces considérations-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Burkina Faso s'inscrit dans une dynamique de souverainisme absolu, où les valeurs doivent revenir. S'il y a lieu de faire des réformes approfondies pour instituer ou instaurer ces valeurs-là, je crois que nous devons nous engager résolument. Et si vous voyez aujourd'hui le comportement, et là, moi, personnellement, je suis d'accord pour la réforme ou pour la restructuration du Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'à un certain moment, les syndicats des magistrats étaient plus attachés aux syndicats qu'à l'aide supérieure hiérarchique. Donc, ça veut dire un magistrat qui était syndiqué et un magistrat qui n'était pas et qui compétissait pour un poste ou bien pour une opportunité quelconque, le magistrat syndiqué jouit plus de soutien de ses pairs que celui qui n'est pas syndiqué. Donc à un certain moment, je crois qu'il y avait un système de gangrénage qui se faisait au niveau des syndicats des magistrats. Donc à ce niveau-là, il fallait effectivement refaire les réformes et puis intégrer des non-magistrats. Mais là où je vois que c'est un peu
que je ne partage pas aussi, c'est qu'il y a un nombre élevé de non-magistrats dans le Conseil supérieur de la magistrature. J'aurais voulu que le nombre soit revu à la baisse avec d'autres compartiments. Cela dit, vous appréciez la réforme, mais vous émettez quelques inquiétudes. Exactement, c'est à ce niveau toutes mes inquiétudes. Donc moi, aujourd'hui, le peuple burkinabé a une mission. La mission, c'est de libérer le territoire et de consolider les acquis démocratiques. Parce que jusqu'à preuve de contraire, notre constitution est en marche et toutes les séparations de pouvoir et de compétences doivent être démises. Il appartient à chaque acteur de travailler à garantir ces acquis-là qui doivent être préservés pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Alors on va aborder un autre plan, celui de la démocratie, de la diplomatie, autant pour moi, où des mots ont été assez francs. Il y a eu des accusations dirigées vers des voisins du Burkina qui soutiennent des actes de déstabilisation en formant des terroristes. Alors, Boukari Nebié, ces accusations, on le sait, ce ne sont pas de nouvelles informations, mais est-ce qu'il faut, à présent, du moment où elles s'accentuent davantage, est-ce qu'il faut craindre qu'il y ait que la tension ne s'envenime entre ces différents pays et le Burkina? Évidemment, si vous décidez de ne pas vous inscrire dans l'hypocrisie, vous allez certainement créer des frictions. Parce que ceux qui le font ne voudraient pas qu'on sache qu'ils le font. Et vous l'avez dit, effectivement, ce n'est pas la première fois que le président du Faso fasse des révélations. On sait que déjà lors de la Semaine nationale de la culture à Bobo Dioulasso, quand il avait accordé une interview à des médias, il avait déjà égratigné un peu le gouvernement, le régime d'Abidjan. Mais cette fois-ci, il le fait avec encore plus de précision, en notant qu'il y a des centres à Abidjan qui travaillent contre la stabilité du Burkina Faso. Et cette fois-ci, en adjuvant plutôt le régime de Porto Novo, donc le Bénin. Et on ne peut pas faire de telles révélations et dormir tranquillement et dire que les autres ne vont pas, ça ne va pas créer des frictions. Donc, dès lors que nos autorités prennent l'engagement de ne pas s'inscrire, et là j'emprunte le mot au président du Faso, de ne pas s'inscrire dans une diplomatie de l'hypocrisie, il faudrait en retour qu'elle prenne toute la mesure de la situation et que nous puissions parier à toutes les éventualités. Et est-ce que c'était bien que le président le dise ou ce n'était pas bien? C'est un autre débat qu'on entend parfois. Mais moi, de mon point de vue, j'estime que ce n'est pas parce qu'on aura caressé la plaie qu'on va la guérir. Aujourd'hui, personne ne souhaite qu'il y ait une froideur diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Encore moins entre le Burkina Faso et l'ensemble des autres pays qui nous environnent et même au-delà. Mais quand à un certain moment, on a l'impression que ce que nous voulons n'est pas forcément ce que veulent les autres, il faut dire les choses telles qu'elles sont à vos populations qui vous accompagnent là, pour qu'elles comprennent et qu'elles aussi sachent comment se tenir face à cette situation. Parce que le président ne peut pas dire aux Burkinabés que tout va bien entre lui et certains voisins si d'aventure ça ne va pas. Parce qu'en tous les cas, ce sont les Burkinabés qui l'accompagnent dans la gestion du pouvoir. Ce sont les Burkinabés dans tous les compartiments de la société qui paient de leurs cotisations, de leurs contributions pour que nous puissions nous équiper sur le plan militaire pour vaincre le terrorisme. Et s'il y a d'autres pays qui travaillent à saboter ces efforts que font les peuples burkinabés, il est de bon ton que le président dise cela. Il n'y a pas une question de dire qu'un président ne devrait pas parler ainsi. La diplomatie, elle est dynamique, elle évolue. Je disais ailleurs, quand on voit le président Emmanuel Macron qui sort pour dire
le sentiment anti-français en Afrique, ou la perte de vitesse de la France en Afrique, est l'œuvre de la Russie. Donc il faut que les médias, il faut que les diplomates français montent également au créneau pour faire basculer la Russie en Afrique de façon traditionnelle, de façon classique. Un président ne devrait pas dire ça également, mais il a dit. Quand Joe Biden dit, nous allons armer les Ukrainiens, mais avant nous les armions pour qu'ils se défendent, mais désormais nous les armons pour qu'ils, au-delà de la défense, aillent même à l'offensive de façon traditionnelle. Ça ne devrait pas être dit par un président, mais il le dit. C'est pour dire qu'en termes de diplomatie, rien n'est figé, rien n'est statique. Tout évolue, tout est dynamique. Et aujourd'hui, la diplomatie, c'est celle qui permet au président d'être en phase avec son peuple. Rappelez-vous, au Mali, quand les Maliens avaient estimé, avaient fait des révélations, qu'ils avaient des preuves de ce que la France armerait des terroristes maliens, et la question avait été soulevée par les autorités maliennes lors d'une assemblée générale des Nations Unies, mais la France avait nié. Mais l'autorité, enfin les autorités maliennes avaient simplement demandé qu'on convoque un conseil, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que le Mali apporte les preuves. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Donc, ce qui veut dire que quelque part, les révélations, il faut les prendre au sérieux. Pourquoi le président de façon n'a pas dit le Togo? Pourquoi il n'a pas dit le Ghana? Pourquoi il n'a pas dit le Libéria? Il dit la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et là, il faut comprendre que ce n'est pas le peuple ivoirien, ce n'est pas le peuple béninois, mais c'est plutôt les autorités de ces pays-là qui en veulent peut-être à notre président parce qu'il n'est pas dans la même dynamique que ce qu'ils voudraient. Mais c'est ça aussi la démocratie, non? Il faut que chacun choisisse son chemin. Au-delà des accusations, justement... les révélations. Des accusations. D'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu, justement, on a vu cette rencontre entre les ministres de la Défense du... À Niangologo. Voilà, à Niangologo, du Burkina et du Niger. Est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'on étende cela au Bénin, justement, qui a été pointé du doigt, qu'une telle rencontre se tienne à Ouagadougou pour pouvoir crever l'abcès? Absolument, je suis d'accord avec vous. Et je ne crois pas que le fait que le président le dise à son peuple signifie automatiquement qu'il n'y a pas d'action diplomatique souterraine pour essayer de crever l'abcès et de résoudre le problème. Et je ne suis pas aussi... on aurait pu le dire à l'opinion, puisqu'on n'est pas dans la diplomatie du mensonge, d'hypocrisie. Oui, je suis d'accord avec vous que s'il y a des choses qui se font de façon souterraine, il faut le dire, mais bon, peut-être qu'on attend que ça porte des fruits d'abord et qu'on le dise au peuple. Là, je suis d'accord avec vous. Donc, ce qu'on a fait avec les autorités militaires ivoiriennes à Niangologo, il faut également le faire avec le Bénin. Si toutefois, on estime que du côté du Bénin également, il y a des actions qui ne sont pas en faveur de la stabilité du Burkina, il faut communiquer davantage, enfin, il faut dialoguer, jamais baisser l'âme du dialogue, mais aussi en disant la vérité à son peuple, parce que c'est le peuple qui fait que vous êtes là où vous êtes. Et le ministre Bassona Bazé disait que le véritable rempart pour protéger un président, une autorité, c'est son peuple. Donc si vous ne dites pas la vérité à votre peuple, mais à un certain moment, vous vous trouverez coincé et personne ne pourra vous défendre. Et rappelez-vous, depuis Thomas Sankara, on le disait également qu'il y a des tentatives d'assassinat de Thomas Sankara. Et à l'époque, les gens disaient que c'est pas vrai, qu'on voyait le mal partout, jusqu'à ce que la date fatidique du 15 octobre 87 arrive. Donc il faut éviter que l'histoire ne se répète, il faut même éviter qu'elle ne bégaye. Alors Linana, votre opinion sur ces propos francs tenus sur le plan diplomatique entre le Burkina et ses voisins? Vous savez, pour effectivement apprécier cette diplomatie-là, il faut repartir dans les 3 derniers grands discours ou interviews du président du Faso, notamment à Kaya, à Bobo Dioulasso et puis celui tenu la fois passée. Je crois que ce qui est nouveau dans ces discours-là, c'est peut-être le Bénin. Sinon, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan culturel et sur le plan économique, le fond demeure. Le président du Faso, sur le plan sécuritaire,
a décidé de faire la guerre et de se donner les moyens humains et matériels pour faire la guerre. Et pour lui, il n'y a que la guerre pour le Burkina Faso, contrairement à d'autres avis et observations qui ouvrent d'autres voies pour des négociations ou bien pour des ententes directes. Je crois que le président a décidé sur le plan sécuritaire de faire la guerre et de se mettre à l'abri. Non seulement de rendre son armée performante dans la sous-région, et une armée qui pourrait effectivement relever les défis sécuritaires intérieurs et extérieurs. Et s'il aujourd'hui il fait des révélations sur la Côte d'Ivoire, du moins il renforce les soupçons parce que les personnes, pour les observateurs avisés, ceux qui analysent la géopolitique dans la sous-région et à l'international savent ce qui se passe au niveau de nos voisins. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que les Burkinabés sont étonnés de ce que le président dit. J'ai dit dès lors que le président du Faso, à son arrivée, a décidé d'aller avec l'autre bloc du monde, il faut s'attendre à tout. Et je disais, tout va revenir. Les coups d'État, les assassinats, les empoisonnements vont revenir parce que la voie tracée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger aujourd'hui ne va pas plaire. Et ceux qui sont contre cette dynamique-là ne vont pas croiser les bras. Regardez comment l'impérialisme fonctionne. Si vous prenez Iran, Irak, ils sont voisins. Il y a une guerre qui s'est passée. Vous prenez l'Irak et Koweït. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous prenez le Burkina et le Mali en 1974 et en 1985. Vous prenez le Liban et Israël et puis ses voisins. Prenez l'Iran et ses voisins. Ça a toujours été comme ça. L'impérialisme ou bien l'autre bloc du monde. Je ne parle pas du bloc gauchiste, mais l'OTAN et les autres passent toujours par les voisins, comme ils ne peuvent pas intervenir de façon directe. Ça, c'est les béabas en géopolitique et en diplomatie. Ils passent par les voisins, ils font tout ce qu'il faut et tout s'organise. Regardez la Mauritanie et le Sénégal en son temps. Regardez l'Algérie et le Mali aujourd'hui. L'impérialisme passe forcément par les voisins ou bien les valets locaux. Ça, c'est une donne. Que ce soit avec cette transition ou pas, ça a toujours été comme ça parce que le monde est dans une compétition de conquête des ressources naturelles. Et là, personne ne peut rester en marge. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui importe pour les Burkinabés, c'est de ne pas savoir que la Côte d'Ivoire renferme une base déstabilisatrice contre le Burkina Faso ou le Bénin. Ça, c'est un acte. On doit le prendre pour dit et vu. C'est sûr, c'est connu, c'est réel dans toute la sous-région. Et même si ce n'était pas la Côte d'Ivoire, ils allaient passer par d'autres. Maintenant, ce que le président doit faire dorénavant, durant les 5 ans, c'est de travailler à mobiliser toutes les ressources et toutes les énergies, à fédérer toutes les énergies intérieures de toutes les corporations pour faire face à ces défis-là. Parce que ces défis-là se posent actuellement et ces défis-là vont se poser dans le court terme et dans le moyen terme jusqu'à dans les 5 ans. Parce que, comme je l'ai dit, la dynamique aujourd'hui est en train de jaser, en train de faire mal. Surtout avec la percée du bloc russe aujourd'hui avec... comment dirais-je, les rayonnements de la diplomatie russe aujourd'hui, n'attendez pas à mieux ou à moins que ça. Nous allons persister, nous allons aller. Que le président du Faso le dise ou pas, ça c'est un autre débat. Les Burkinabés peuvent diverger dans les opinions, il n'appartient pas au président du Faso. Moi personnellement, depuis Bobo Dioulasso, quand il a tenu le discours, j'ai trouvé que c'était un peu exagéré que ça vienne du président du Faso. Et si aujourd'hui, il monte encore une fois au créneau pour dire, en menaçant et en disant qu'il a des moyens, des preuves solennelles, il a prononcé le mot solennel, c'est que ça devient sérieux. Et moi je crois qu'en tant que juriste, le président du Faso, tous les mécanismes juridiques existent, que ce soit au niveau du cadre de l'ONU, que ce soit au niveau de l'AES, que ce soit au niveau de l'UEMOA. Il existe aujourd'hui des mécanismes qui permettent à chaque État, effectivement, dès lors que son intégrité territoriale est violée, dès lors que sa souveraineté est remise en cause, du fait des agissements d'un autre État ou des hommes politiques d'ailleurs, il existe des mécanismes internationaux qui permettent effectivement à cet État-là de faire prévaloir ses droits. Nous disons
nous ne disons pas que ça va aboutir. Mais déjà même, si par exemple, avec ce que le Mali a fait en interpellant l'ONU qui détient des preuves par rapport aux agissements français qui effectivement arment les terroristes, c'est déjà bien. Ça, même si ça n'aboutit pas, ça prouve déjà que nous sommes résolument engagés vers les voies de droit international. Et là, il faut le saluer. Maintenant, revenons. Alors, on va évoluer en abordant un autre thème qui porte sur le code de la famille et des personnes. Le gouvernement burkinabé qui a adopté le 10 juillet en Conseil des ministres un avant-projet de loi portant code des personnes et de la famille. Plusieurs innovations comportent donc ce document. Retour donc sur les conclusions du Conseil avec Dafo Pelagie Dibré. Dorénavant, l'homosexualité et les pratiques assimilées sont interdits et sont punis par la loi. C'est l'une des innovations majeures contenues dans l'avant-projet du Code des personnes et de la famille. Si le mariage entre personnes de même sexe n'est pas autorisé au Burkina, la pratique de l'homosexualité, elle, n'était pas explicitement interdite avant la déclaration du ministre garde des Sceaux au titre des conclusions du Conseil des ministres du 10 juillet 2024. Le nouveau Code des personnes et de la famille dont sera doté le Burkina Faso aborde également la question de la déchéance de la nationalité burkinabé dont les conditions ont été définies ainsi que les nouvelles modalités d'acquisition. Il est désormais impossible pour les étrangers d'acquérir systématiquement la nationalité le jour de la célébration de leur mariage avec un ou une burkinabé. Cet avant-projet de code, il a été ajouté le fait de se comporter et d'agir contre les intérêts du Burkina Faso comme cause de déchéance de la nationalité burkinabé. Un apatride ou un étranger qui vient au Burkina, qui s'est marié à une burkinabé ou à un burkinabé, acquérait automatiquement la nationalité burkinabé. Le nouveau projet que le Conseil vient d'adopter, il ne s'agira plus d'acquérir systématiquement, si ces codes effectivement adoptés en l'état par l'Assemblée législative de transition, il y a un délai minimum de 5 ans qui est fixé pour l'acquisition de la nationalité après mariage. Autre changement, le nouveau Code des personnes et de la famille propose également la reconnaissance des mariages coutumiers et religieux à travers leur transcription sous le registre d'état civil. Au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil a adopté un décret modificatif du décret portant création de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. En raison des orientations actuelles du Burkina et la situation de la sécurité sanitaire, la SONAGES ne sera plus juste une structure de stockage des produits agro-silvopastoraux. Les modifications vont porter sur le capital de la SONAGES qui passe de 200 millions à 1 milliard. La SONAGES jouera également un rôle de soutien à la production locale à travers le prix minimum garanti qui sera établi. Et également, la SONAGES continuera à jouer son rôle de stockage. Afin d'assurer les cohérences dans les interventions des différents acteurs dans le domaine de l'identification, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de coordination de l'identification, a déclaré le porte-parole du gouvernement. À l'instant donc, voici le résumé du Conseil des ministres, la reconnaissance des mariages coutumiers et religieux à travers leurs transactions dans le registre d'état civil. Une réforme à saluer pour Karine Ebié. Vivement salué, vivement salué, parce que j'ai dit dans ce projet de loi du code de la personne, des personnes de la famille, toutes les innovations qui ont été apportées, la seule innovation, la seule modification qu'on apporte et qui n'était pas déjà portée par des revendications, par des souhaits des populations depuis des dizaines d'années au Burkina Faso, c'est peut-être la question de la déchéance de la nationalité par des Burkinabés qui travailleraient contre leur nation. Sinon tout le reste, que ce soit l'homosexualité qu'il faut punir, le mariage traditionnel et coutumier traditionnel qu'il faut reconnaître, les noms de famille par exemple, les patronymes qu'il faut revoir, tous ces éléments étaient déjà relevés des souhaits des Burkinabés pendant des dizaines d'années. Pourquoi les régimes qui se sont succédés depuis ces années-là n'ont pas daigné avoir le courage d'aller dans ce sens-là?
Comment voulez-vous que nos sociétés traditionnelles qui nous ont vus naître, nous refusions qu'un mariage traditionnel, qu'on appelle communément au Burkina Faso le PPS, ou encore les mariages religieux, ne soient pas reconnus comme des mariages à part entière? Ce n'est pas normal. En quoi est-ce que l'autorité d'état civil, je vais parler du maire, est plus légitime dans une communauté que les parents de la fille et du garçon qui se sont réunis pour dire oui, nous acceptons que notre fille soit à partir d'aujourd'hui l'épouse d'une telle personne? En quoi est-ce qu'un maire est plus légitime que l'imam dans une mosquée ou le prêtre dans une église qui aura officié un mariage? Donc je pense que ici, c'est une injustice qu'on vient de rétablir. Et sur ce coup-là, je crois que le Conseil des ministres, ne pas dire le gouvernement, a pris une décision véritablement salutaire. Et ce sont ce genre de décisions-là dont nous avons besoin véritablement pour restaurer les valeurs qui sont les nôtres et qui définissent notre identité de Burkinabé, notre identité d'Africain. Et parlant des patronymes, voyez-vous par exemple chez les Liélé, on vous dit quand vous êtes une femme, vous êtes Kansolé. Quand vous êtes un homme, vous êtes Bassolé. Parce que le bas, c'est l'homme, c'est comme si on disait il en français, et le kan, c'est la femme. Et on dit non, avec la loi qu'on avait, garçon ou femme, c'est Bassolé. Mais quand vous dites à une femme, pour un lien, un gourussi, une femme Bassolé, ça n'a pas de sens. C'est comme si en français, je disais à toi, Vanessa, il, on se moquerait de moi. C'est pareil chez les Turcs, les Gouins à l'ouest de Burkina, où le souratier c'est la femme, sourabier c'est l'homme. Mais avec nos lois modernes, on dit non, tout le monde c'est sourabier. Mais vous dites à une femme sourabier, ça n'a pas de sens. Donc ici, je pense véritablement que c'est une injustice qu'on vient de rétablir et il faut véritablement des mesures de cette nature-là. Alors Ali Nana, votre avis sur la reconnaissance des mariages coutumiers et religieux? Bon, c'est un sujet à débat, mais moi, c'est ce que je disais dès le début. Moi, j'ai félicité le gouvernement d'abord pour le cas de l'homosexualité et puis les accessoires ou bien et suite. Parce que dans nos sociétés, parler d'homosexualité revient à régner nos valeurs. Si aujourd'hui, la transition a eu le courage, non seulement de toucher le corps des personnes et de la famille, qui peut être le ciment de toute société, parce que toute société se construit sur la base des cellules familiales. Dès lors que des textes réglementent les cellules familiales, ça va en même temps réjaillir sur le comportement de la société. Donc aujourd'hui, bannir ou encore criminaliser l'homosexualité au Burkina Faso, ça coupe court à un certain nombre de débats qui étaient même en train d'être portés au niveau de nos assemblées nationales, au niveau de nos organisations non gouvernementales, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis bientôt 4 ans, 5 ans, pour ne pas 10 ans, une décennie, il avait été question au Burkina Faso de conditionner l'aide au développement et puis les relations entre États à un certain nombre d'adoptions de comportements, dont ce volet que je viens de citer, notamment le volet homosexualité. Et ça, nos dévanciers, je salue de passage, en tout cas, les autorités qui ont en son temps dit niet à ces propositions-là. Et si aujourd'hui, cette transition-là arrive à faire ces réformes-là, je crois qu'ils sont en train de dire, de traduire tout le bien qu'on pense de toutes les transitions, parce qu'on a dit que les transitions sont les périodes les plus propices pour faire les réformes historiques, pour effectivement bâtir une société durable. Et à ce niveau, je crois qu'il faut que la transition parte plus loin, au-delà de des réformes au niveau du corps des personnes et de la famille qu'on appelle couramment CPF. Il faut que la transition aille plus loin et intervenir au niveau du domaine de la corruption avec le président du Faso. De la transition. Non, le président du Faso et son gouvernement partent plus loin pour opérer des réformes très durables qui vont garantir non seulement notre avenir et l'avenir de nos enfants.
Parce que quoi qu'on dise, après la consolidation, après la reconquête de ce pouvoir, de notre territoire, il faut en même temps penser à comment consolider, à bâtir une société durable, une société de valeurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence entre ce que la dynamique prise au Burkina Faso et l'ère qu'on avait vécue, c'est qu'on est en train de parler de développement endogène. Le développement endogène se construit sur des valeurs locales, sur des valeurs endogènes, sur des valeurs, sur une culture. Parce qu'aujourd'hui, la culture demeure le ciment de tout développement d'un pays. Donc, si aujourd'hui le gouvernement adopte ce projet de loi-là, nous ne pouvons que nous féliciter et puis féliciter les autorités et les encourager à aller encore plus en avant pour effectivement réformer tous les secteurs de la vie, pour moraliser la vie publique au Burkina Faso afin de nous garantir des valeurs qui sont communes, des valeurs qui consolident effectivement les termes Burkina Faso. Parce que le terme Burkina Faso est puisé dans nos territoires, très du fond de notre territoire, et que ça a été pensé par le capitaine Traoré et Thomas Sankara en donnant le nom Burkina Faso. Donc il faut qu'on revienne aux valeurs du Burkina Faso. À ce niveau, je crois que nous sommes dans la dynamique. Il reste maintenant à inviter les Burkinabés et à avoir dans la même direction et à mettre l'intérêt supérieur de ce pays-là en avant au détriment de nos intérêts individuels. Alors, la déchéance de la nationalité burkinabé est autorisée à ceux qui se comportent et agissent contre les intérêts du Burkina Faso. Boukari Nebié, comment est-ce que vous appréciez cette disposition? Oui, c'est une très bonne mesure. C'est une très bonne mesure. Ça fait des frictions, ça fait des graissements de dents. On attend des commentaires du genre ce que vous décidez pour les autres aujourd'hui, ça pourrait vous arriver demain. Mais je dis, si ceux qui prennent cette décision aujourd'hui, si demain, ils devraient travailler contre le Burkina, contre les intérêts du Burkina, mais la même loi s'appliquerait sur eux. Il n'y a pas de problème. Sinon, on ne peut pas admettre qu'il y ait des Burkinabés qui ont la nationalité burkinabé, qui ont du sang burkinabé qui coule dans leurs veines, et tout simplement parce qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté avec des autorités, décident d'agir, de poser des actes jusqu'à porter atteinte aux intérêts du Burkina. On peut ne pas être d'accord avec l'autorité, c'est normal. Les opinions elles sont divergentes, les points de vue sont divergents, et la vision du monde est divergente. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas en phase avec les autorités qu'on travaille contre son pays. Ce n'est pas normal. Et une fois que vous vous attaquez aux intérêts de votre pays, cela suppose automatiquement que vous renoncez à votre nationalité. Comme disait Joseph Kizerbo, quand vous confiez votre tête à un coiffeur qui est assis dans l'obscurité de la nuit noire, ce que vous avez sacrifié davantage vos oreilles. Donc ne venez pas vous plaindre après que ce coiffeur-là aurait coupé vos oreilles. Non. Et Kémy Séba, ça vous dit quelque chose? Sa nationalité a été déchue par l'État français. Alain Foucault, je ne sais pas si c'est déjà officiel, mais dans des coulisses, j'ai appris que Alain Foucault également a été déchu de sa nationalité française. Vous vous rappelez que les combattants, les Français qui étaient allés combattre en Irak dans le cadre de l'État islamique, après, donc, quand il y a eu la coalition occidentale contre l'État islamique, l'État français a voté une loi pour déchoir tous les Français qui étaient allés combattre auprès de l'État islamique. Et justement, le problème s'était posé, que deviennent les enfants de ces personnes, de ces Français-là, qui ont été déchus de leur nationalité? Donc, pourquoi on l'a fait, les Français l'ont fait? Parce qu'ils ont trouvé que ce sont des Français qui ont agi, qui ont travaillé contre les intérêts de la France. Alors, pourquoi on irait cela au Burkina Faso? Mais je rappelle que pour le cas du Burkina, la loi va plus loin en disant c'est la personne uniquement qui est déchue de sa nationalité. Son ou ses épouses et ses enfants ne sont pas concernés par la loi, ne sont pas concernés par la déchéance. Donc je pense qu'à ce niveau-là déjà, c'est une très bonne mesure. Je ne sais pas si j'aurai encore droit à la parole, mais pour terminer rapidement, je voudrais dire,
pour ce qui concerne le discours du président, ça a été de façon orale. Il faut qu'il y ait des entités qui travaillent à matérialiser ce discours-là sous forme écrite pour que ce soit véritablement la boussole du gouvernement pour les 5 ans à venir. Alors nous allons donc nous arrêter là pour le débat de ce soir. Ali Nana, vous souhaitez réagir? Allez-y alors. Non, je crois que par rapport à la déchéance, je crois qu'il faut saluer cette loi-là. Mais je crois que ce qui importe, c'est de réinstaurer ce que j'ai dit, la peine de mort, pour joindre l'utile à l'agréable. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez la question de la sécurité au Burkina Faso, et depuis 10 ans, et que des Burkinabés s'inscrivent dans une dynamique de ravitaillement des terroristes, dans le sens de soutenir cette dynamique des terroristes pour tuer des Burkinabés, et qu'aujourd'hui ces gens-là sont démasqués, arrêtés, moi je ne crois pas que ces gens-là doivent avoir accès à nos prisons. Il faut donner l'exemple, parce que ce n'est pas du nouveau. Hein. La déchéance de la nationalité, ça ne commence pas aujourd'hui. Je crois que ça a même tardé au Burkina Faso, depuis l'insécurité. Ça a existé dans l'histoire des peuples occidentaux, africains et autres. Dès lors qu'un Burkinabé s'inscrit dans une atteinte à l'intégrité, à la souveraineté de son État, je crois que cet individu-là ou ce citoyen-là ne mérite pas d'avoir la nationalité du Burkina Faso. Aujourd'hui, regardez comment la guerre se mène au Burkina Faso. La complicité au niveau des terroristes. Ça existe, que ce soit au sein de l'armée, que ce soit au sein de la population civile, que ce soit au niveau de la gente féminine. Cette complicité-là est de plus en plus visible et remarquable. Donc moi je crois qu'avec les déchéances de la nationalité et puis l'instauration de la peine de mort, nous allons nous signaler parce que nous devons être un peuple respectueux et respectable dans les années qui suivent. Parce qu'un peuple qui a décidé d'aller, de tracer sa voie originale de développement, je crois qu'il y a lieu de prendre certaines décisions et certains comportements pour pouvoir effectivement cadrer, instituer la discipline dans le sens de renforcer les ciments du corps social dans lequel nous vivons. Merci Ali Nana, votre opinion a été prise en compte. Nous sommes donc au terme du débat.